Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo, Top des 143 News. Nous sommes le lundi 19 octobre 2020 à Kinshasa. Vous constatez pour ce nouveau numéro la déclaration des chefs religieux de l'Église catholique en ce moment même en rapport avec la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo. Vous constatez derrière moi, c'est les rapports synthèse. L'abbé Donatien Cholet, qui est le responsable du côté Senko, est en train de faire la synthèse, un atelier ou une assemblée générale qui s'est tenue à Kinshasa du 12 au 15 octobre dernier. C'est à cette occasion-là, pour ce lundi 19 octobre, qu'il est en train de donner la quintessence de en ce moment même. Vous constaterez, à la question-réponse qui se déroule en ce moment même. Restez connectés pour suivre toutes les actualités à travers le pays sur votre magazine d'information. Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Restez connectés, vous aurez des questions-réponses, la déclaration, le point de vue, la réponse, la situation sécuritaire. Tout a été émis dans cette conférence de presse en ce moment même qui se déroule dans la salle à Senko. Suivez et on va revenir. Voilà, nous allons commencer l'habitude par la prière et nous vous laisse par notre progression de délivrance du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Peuple congolais, ne nous laissons pas voler notre souveraineté. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. Romains 13, 11. Message de la 57e Assemblée plénière des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko. Nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, réunis en Assemblée plénière à Kinshasa du 12 au 15 octobre 2020, mus par notre sollicitude pastorale, nous sommes penchés, entre autres, sur la situation alarmante que traverse la RD Congo, notre terre de prédilection. Avant toute chose, rendons grâce à Dieu qui a épargné notre pays de la catastrophe redoutée suite à la pandémie de la COVID-19 et nous implorons sa miséricorde pour ceux qui nous ont quittés. Nous remercions nos fidèles catholiques et les hommes de bonne volonté de leur prière et de leur soutien aux œuvres de l'Église et aux personnes en détresse au moment fort de cette crise sanitaire. Cet élan de solidarité prouve à suffisance que le peuple congolais est capable de s'entraider et de se prendre en charge dans des situations difficiles. Toutefois, ne baissons pas la garde et continuons à respecter scrupuleusement les gestes barrières contre la pandémie. 1. Blocage. Nous attirons l'attention de notre peuple sur le blocage du fonctionnement des institutions étatiques. Malgré nos différents appels aux alliés de la coalition au pouvoir de cesser leurs querelles intestines et de se consacrer à travailler plutôt pour l'intérêt de la population, nous sommes profondément peinés de constater que les acteurs politiques accusent une indifférence révoltante pendant que le pays est au bord de la faillite. Il se trouve dans l'impasse à cause de la crise politique croissante et de ses conséquences. La paralysie de la coalition affecte et infecte tous les secteurs de la vie nationale. Au moment où les Congolais et les Congolaises croupissent dans une misère indescriptible aggravée par la COVID-19, les alliés au pouvoir consacrent leurs énergies au calcul de positionnement par rapport aux élections de 2023 en vue de conserver ou de reconquérir le pouvoir.
L'obsession du pouvoir pour le pouvoir porte à confisquer la souveraineté du peuple congolais. Autrement, comment expliquer tant de manigances pour le contrôle de la CENI et l'absence du consensus autour des réformes électorales qui présagent un glissement de plus? À cela s'ajoutent les fléaux du tribalisme et les conflits communautaires, souvent fomentés et exacerbés par les mêmes acteurs politiques qui sacrifient les compétences et la méritocratie dans la gestion de la chose publique au profit des intérêts partisans. Pire encore, le pays se trouve dans une situation où la plus haute instance du pouvoir judiciaire, à savoir la Cour constitutionnelle, est mise dans l'impossibilité d'exercer sa mission. Faute de quorum, tout le système est bloqué. Deux conséquences. Au plan socio-économique, en vue de relancer la croissance économique, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment la mise en application du Code minier, les mécanismes de lutte contre la corruption et l'investissement pour l'autosuffisance alimentaire. Cependant, l'économie du pays connaît une forte régression avec une diminution drastique du pouvoir d'achat de la population et partant un accroissement de la pauvreté et du chômage. Le secteur minier sur lequel le pays pouvait compter est, comme beaucoup d'autres, gangréné par la corruption et bénéficie plus à quelques individus, aux multinationales et aux groupes criminels militarisés qu'à la population. Par ailleurs, cette situation entraîne une baisse inquiétante de la réserve de change et un blocage économique. Elle est d'autant plus préoccupante que notre pays reste encore tributaire de l'appui et de l'encadrement international spécial pour sa survie et son fonctionnement. Compte tenu du blocage politique et économique que connaît notre pays, les efforts entrepris tels que la gratuité de l'enseignement de base et le début de la régularisation de la paie des enseignants risquent d'être anéantis. Au plan sécuritaire et humanitaire, la situation sécuritaire demeure délétère, spécialement dans la partie orientale du pays, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu, ainsi que de Tanganyika. Nous y remarquons la stratégie de dépeuplement par des massacres des populations locales, d'occupation de terres et de contrôle des ressources naturelles. Les massacres perpétrés dans les territoires de Beni et de Djougou, tout comme les conflits communautaires dans la zone de Minembwe, illustrent à suffisance cette situation. Aussi, les conflits communautaires récurrents démontrent-ils la faiblesse de l'État congolais qui semble inexistant dans les lieux où prolifèrent les milices et groupes armés de tout genre avec leur cortège de misère. Dans plusieurs autres provinces, tant de faits nous tourmentent par leur gravité et leur répétition. Les enlèvements avec demande de rançon, les vols armés, les viols, les assassinats, etc. À cela s'ajoutent les conflits frontaliers avec la quasi-totalité des pays voisins, dont les forces armées régulières font des incursions sur le territoire de la RD Congo et occupent des villages et cités de notre pays. Au plan des droits humains, alors que les élections de 2018, placées sous le signe du changement, ont malgré tout nourri l'espoir de l'avènement d'un état de droit, il s'observe malheureusement une restriction des droits humains. En effet,
l'élan de liberté d'expression et de manifestation publique salué avec enthousiasme par notre population évolue en dents de scie. Ici et là, certains partis politiques se substituent aux services étatiques et portent atteinte non seulement à l'ordre public, mais aussi à la dignité humaine et au respect des droits humains. Les procédures de 100 jours et les enquêtes judiciaires en cours suscitent beaucoup d'espoir en une justice qui ferait effectivement grandir la nation. Tout reste à savoir si cette dynamique ira jusqu'au bout. 3. Exhortations. Peuple congolais, ne nous laissons pas voler notre souveraineté. Notre situation changera à partir du jour où ceux qui sont au pouvoir comprendront que pour y demeurer ou y accéder, ils doivent servir nos intérêts. C'est pourquoi, pour ne pas nous laisser voler notre souveraineté, sortons de notre torpeur et demeurons vigilants sur le respect de la Constitution, notamment les articles verrouillés, ainsi que sur l'indépendance réelle du bureau de la CENI et de la magistrature. Exerçons effectivement notre droit de souverain primaire et agissons pour empêcher toute tentative de confisquer notre droit de choisir nos dirigeants et de nous prononcer sur le destin de notre pays. Continuons à être créatifs, ardents au travail et solidaires pour faire face aux conséquences économiques vécues au quotidien. Résistons pacifiquement à la balkanisation de notre pays, au dépeuplement et à l'occupation des terres par la cohésion nationale et le refus de la trahison, en privilégiant le sursaut du patriotisme aux côtés de nos forces armées de sécurité. La RD Congo est notre terre, don béni, notre patrimoine inaliénable, et nous ne devons pas nous le laisser ravir. Exigeons de notre gouvernement de faire une demande formelle d'institution d'un tribunal pénal spécial pour la RD Congo afin d'engager des poursuites contre les présumés responsables, internes et externes, des milliers de morts et de victimes de violations massives des droits humains évoqués dans les rapports Mapping de 2010. Nous demandons à notre État de manifester davantage son autorité et d'exercer son pouvoir régalien, de combattre particulièrement la corruption, l'impunité, de mettre hors d'état de nuire les complices de l'insécurité et d'affirmer sa souveraineté vis-à-vis des États tierces. Fort de notre collégialité affective et effective, nous dénonçons et condamnons vigoureusement les menaces de mort proférées contre nos frères dans l'épiscopat, Monseigneur Dieudonné Uringi, évêque de Bunia, et Sébastien Mouyengo, évêque d'Uvira. Conscients de leur mission prophétique, ils n'ont fait qu'exercer leur ministère de pasteur, soucieux du bien-être et de la cohabitation pacifique des peuples confiés à leur sollicitude pastorale. Nous exhortons les acteurs politiques à se mettre sincèrement au service du bien commun. En tant que serviteurs du peuple, qui se préoccupe de son bien-être et qu'il soit prêt à lui rendre compte. Comme l'indique le pape François, il devrait se poser la question, non de savoir combien de personnes m'ont approuvé, combien de personnes ont voté pour moi, combien de personnes ont eu une image positive de moi, mais plutôt quel amour
ai-je mis dans le travail? En quoi ai-je fait progresser le peuple? Quelle marque ai-je laissé dans la société? Quel lien réel ai-je construit? Quelle force positive ai-je libérée? Quelle paix sociale ai-je sémée? Qu'ai-je réalisé au poste qui m'a été confié? Pape François, encyclique Fratelli Tutti. Conclusion. Peuple congolais, l'heure de nous mettre debout et de marcher dans la lumière a sonné. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. Tenons fort et restons fidèles aux idéaux tracés par nos pères de l'indépendance pour léguer ainsi aux générations à venir non plus un Congo de pleurs et de larmes, de divisions et de guerres, mais un Congo prospère, un Congo de paix, de réconciliation, de fraternité. Il y va de la responsabilité de chacun. Cependant, nous ne pourrons espérer réaliser notre rêve dans le Seigneur que dans le Seigneur. Restons fermes dans la confiance en lui, le Tout-Puissant, et demeurons vigilants dans la prière. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, le Seigneur bénisse notre pays. À la signature, tous les évêques membres de l'Assemblée plénière. Demande formelle d'institution d'un tribunal pénal spécial pour la République démocratique du Congo. J'aimerais savoir quelles sont les actions de la CENCO, parce qu'elle est en train de mobiliser la population, pour faire en sorte que ce tribunal pénal international pour le Congo soit mis en œuvre, soit demandé formellement par le gouvernement, et combien de temps ces actions prendront. Et c'est mené par qui exactement? Et concernant des menaces de mort dont vous dénoncez à l'endroit des évêques de Bunia et de Beni et d'Ouvira, Monseigneur Mouyengo, est-ce que ces menaces proviendraient de qui? Merci. C'était une télévision. Parmi les exhortations, et quelque part, vous demandez à la population de rester vigilant par rapport aux articles verrouillés de la Constitution. Nous sommes le 4e pouvoir, nous sommes là pour relayer, transmettre vos messages auprès de la population. Quels sont ces articles verrouillés de la Constitution? Et puis, en rapport avec la demande, la requête que vous avez formulée à l'endroit du gouvernement, selon laquelle vous proposez, vous demandez au gouvernement de créer une institution, un tribunal pénal international pour poursuivre le présumé responsable interne et externe des milliers de morts de victimes cités dans le rapport mapping de 2010. Aujourd'hui, ces responsables-là, ce sont ces mêmes personnes qui sont dans le gouvernement, qui sont en coalition avec le président en place, avec le cap pour le changement. Quelle chance donnez-vous à votre requête? Parce que c'est comme si nous allons nous plaindre auprès de personnes qui sont impliquées dans ces affaires. Peut parler un peu avec la Sénégal pour trouver comment est-ce qu'on peut pallier à ça. Parce qu'on vient du collège Roboto, les élèves sont là, mais il n'y a pas d'enseignants. À Bosangani, on a renvoyé les élèves de l'école primaire, mais ceux des secondaires sont restés. Il n'y a pas cours. Si on peut vraiment atténuer ces faits-là. Merci. La question est celle, lorsque la CENCO dit on doit se réveiller pour un engagement citoyen, alors que nous savons que l'Église est au milieu des villages. Certains hommes politiques ne pourront-ils pas interpréter ça comme un acte de soulèvement indirect
La deuxième question, la situation sur Milembo. En parcourant le document dont vous nous avez donné, je n'ai pas dit une déclaration en rapport avec ça. C'est ça le nez comme question. Merci. Au premier intervenant, je dirais, sur les modes des élections à la magistrature suprême, vous avez entendu parler de provocation, passer aux élections indirectes pour la présidence de la République, comme ça se fait pour le Sénat au niveau pour le gouverneur de province, ce qui serait un recul par rapport à la légitimité dont celui qui doit gouverner le pays a besoin, ce qui serait vraiment du recul par rapport dans notre contexte actuel où on se contentera des enveloppes pour mettre quelqu'un qui ne mérite même pas d'être au pouvoir. Donc l'article 220 qui est verrouillé interdit des spéculations à ces propos-là. Est-ce que le fait que certains responsables cités éventuellement dans les rapports mapping soient aux affaires, au gouvernement, au pouvoir, est-ce que quelle chance donner à la requête des évêques? Non, la requête des évêques garde tout son sens parce que ce ne sont pas tous les dirigeants qui sont impliqués dans ces rapports-là. Il y a quand même les gens qui ont un pouvoir réel et effectif qui peuvent orienter les choses dans ce sens-là et qui, eux, ne sont pas impliqués là-dedans. Donc, c'est faisable. Dans un État qui se veut vraiment de droit, autrement, on ne serait plus dans une république. À la dame qui a parlé de changement de stratégie, parce que chaque fois les évêques interpellent les politiciens pour qu'ils se mettent au service de la population, mais rien ne bouge. Mais si vous avez bien lu le message, le message des évêques, les recommandations ont été plus faites dans la direction de la population que des politiciens. C'est-à-dire, car il semble que c'est le langage que les politiciens comprennent le mieux. Troisième intervenant, il parle de la crise au niveau de la Cour constitutionnelle. Est-ce que cela ne serait pas conséquence de violations que lui qualifie de flagrantes de la Constitution? Il précise par le camp présidentiel. Eh bien, les évêques ne sont pas, ont dans les recommandations, je crois de façon générale, la première recommandation d'ailleurs, sortons de notre torpeur et demeurons vigilants sur le respect de la Constitution notamment. Donc les évêques tiennent au respect de la Constitution. Mais je suis avec intérêt ces débats où vous avez des constitutionnalistes et des experts qui viennent avec des avis contraires. Donc ce sont des questions très techniques et il ne serait pas bon pour les évêques de prendre une position. Si les choses étaient aussi claires comme autrefois les articles verrouillés, bien sûr, mais là, c'est un débat de juristes et on ne peut faire qu'une recommandation pour que la Constitution soit respectée. Et cet intervenant a voulu qu'on cite explicitement les partis politiques qui se substituent aux structures étatiques. Je crois que ce n'est pas une première fois. Dans le passé, il y en avait, on a dénoncé sans citer les noms. Je crois que c'est une façon de communiquer de la part de pasteurs qui ne veulent humilier personne, mais ils savent ceux qui sont dans la situation, ils savent malheureusement. On attendait le changement et on continue à faire la même chose parce qu'avant le nouveau pouvoir, on a vu aussi la même chose. Et maintenant, c'est la même chose. Ben voilà. Je crois qu'il n'a pas plus clair que ça. Que ce sacrifice soit couronné de succès. Que ce combat que nous menons pour le bien-être de ce peuple par
victoire qui honore ton nom. Nous avons ainsi prié par ce nom unique que tu nous as donné, Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Rentrez chez vous en paix. Très chers téléspectateurs, très chers fidèles internautes, vous nous avez toujours fait confiance pour ces nouveaux numéros d'information générale Top 243 News diffusés sur votre chaîne Entrepreneuriat TV. Vous avez compris certainement que nous sommes à la fin de la conférence de presse tenue par Abbé Chollet de la Senco sur la déclaration de l'Église catholique en rapport aux situations politico-sociaux de notre pays. Vous avez bien compris que dans le message, il s'adressait aux acteurs politiques, mais également à la population congolaise, uniquement basée sur le réveil et une prise de conscience citoyenne. Voilà ce qui vient de mettre fin à ces points de presse. Mais